Eh bien bonjour à tous. Merci d'être venus déjà très nombreux pour cette nouvelle édition de Forum Made in Job 2017. On est ici à Marseille et on va parler tout de suite, on commence, il est 9 heures, on a des témoignages de ces messieurs, de leur parcours. Donc on a des DSI, des coordinateurs, des présidents. On va parler de tout ça. Alors, déjà, on va commencer par les présentations. Je vais commencer par vous, André Jeanneraud. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes coordinateur ex-Marseille French Tech. Tout à fait. Président de Made in Soft. Oui. Et DSI. Voilà. Et DSI. De toute façon, on va en parler. Vous multipliez les casquettes, donc c'est justement ça qui nous intéresse. On y reviendra. Stéphane Guidarini, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du CIP. Effectivement, Alors, oui. Le CIP, est-ce que vous pouvez nous C'est dire le Club Informatique Provence-Méditerranée. Rassemble à peu près 300 adhérents. Collège des directeurs des systèmes d'information ou des responsables de la sécurité et des prestataires informatiques, ce qu'on appelle des ESN, des entreprises du service numérique. Très bien, merci. Laurent Ruet, bonjour. Alors vous êtes DSI de Allopneu. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, bien oui, que ça soit... Effectivement, bonjour. Allopneu, effectivement, qui est une entreprise du web leader de la vente de pneus en France et qui possède 9% des parts de marché de tout ce qui est vente de pneus. Voilà, et je suis DSI d'une équipe d'informatique d'environ 45 personnes. J'ai également été DSI de plusieurs structures du web, à savoir chez voyageprivé.com. J'ai également travaillé pour Expedia et pour lastminute.com. Voilà, donc je suis ici en tant que représentant des directions informatiques dans des entreprises du web assez connues en France. Très bien. Jérôme Savajol, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable recherche et développement chez Delta Assurance. Donc c'est un courtier en assurance, c'est ça. Et vous multipliez, vous, les expériences, vous aimez apprendre. Dites-nous un petit peu plus en 30 secondes. J'adore apprendre. Je suis un ancien DSI qui a mal tourné, un mauvais DSI qui a mal tourné et qui se reconnaît plus dans la création, dans l'entrepreneuriat, dans la création, dans le fait de faire émerger des structures et des concepts, puis après de les transmettre à des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui vont pouvoir les organiser et les maximiser. Voilà, donc ma passion, effectivement, c'est d'explorer des terrains qui sont plutôt des terrains vierges, quelquefois un peu hostiles, et de les apprivoiser. Vous êtes un défricheur, en fait. Voilà, on va dire ça. Laurent Villon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur adjoint des systèmes d'information du Conseil général du Gard. Expliquez-nous un petit peu, en 2-3 mots, ce que vous faites au quotidien. Donc j'ai l'honneur de représenter ici le secteur public, le conseil départemental l'occurrence du Gard, qui est dans la région d'à côté, mais on n'est quand même pas si loin que ça. Et l'institution qui, au niveau du département, réalise un certain nombre de compétences au service des citoyens, donc à votre service, dans le domaine des transports, des routes, dans le domaine des personnels techniques des collèges et également du secteur social, qui est notre grosse activité. Puisqu'on gère tout ce qui est aide sociale, APA, PCH, donc concernant le handicap, les personnes âgées et également toute la protection de l'enfance. D'accord. Voilà, et en tant que DSI effectivement de cette structure, j'essaye de mettre en œuvre pour les citoyens des services numériques comme savent le faire nos collègues du web, du secteur privé, avec des difficultés qui sont les nôtres en matière de budget notamment. Très bien. Alors, puisque vous avez le micro, on va commencer par vous, par votre parcours. Je vais essayer de pas trop m'intéresser au parcours entier de chacun, mais on va jongler. Moi, ce que j'ai retenu, parce que j'ai un peu bossé quand même, ce que j'ai retenu, c'est que vous avez passé quand même 10 ans dans le secteur privé. Pourquoi avoir choisi ensuite de passer dans le public ? Par opportunisme en fait. Ouais. J'ai pas vraiment fait le choix du privé ou du public. Après des études un peu classiques d'ingénieur, donc j'ai fait une école qui s'appelle l'EPITA, qui a donné lieu à des spin-off techniques et l'EPITech. J'ai vu qu'elle était présente aujourd'hui sur ce campus. Peut-être certains étudiants de cette école se trouvent parmi nous. Donc il y a déjà 25 ans. Je commence à travailler dans le privé, dans la finance en l'occurrence. Un petit peu comme mon camarade, j'aime bien la diversité.
Donc j'avais à cœur d'exercer mes compétences dans des secteurs variés. Et après avoir travaillé pour les services informatiques dans l'industrie, pour des opérateurs de télécommunications, j'ai eu l'opportunité de travailler dans le secteur public à une époque où le secteur public était en demande d'informatique parce qu'il y a un petit retard à rattraper dans les années 2000, ce qui nous amène aujourd'hui à continuer à faire évoluer les systèmes d'information et les services publics dans le domaine du numérique. Et le retard a été rattrapé depuis ou pas? On est en constant retard. C'est le déséquilibre vertueux oui, qui fait la magie de l'informatique. C'est un peu oui, voilà, le fil rouge du secteur. Est-ce que vous avez, alors dans le travail quotidien, est-ce que vous avez remarqué des différences de process ou voilà, dans votre quotidien entre le privé et le public? Qu'est-ce qui change? Alors, beaucoup de choses sont très différentes. Néanmoins, en tant qu'informaticien, on a toujours à peu près le même objectif, qui est de permettre aux métiers que l'on sert de faire le leur, en fait. Hein. Donc, dans le secteur privé, on a des contraintes de productivité, on a des contraintes commerciales qui sont absentes du secteur public. Dans le secteur public, on a d'autres contraintes, souvent budgétaires. Souvent en matière de ressources humaines, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, et je crois que c'est l'occasion d'en parler effectivement et de présenter les filières qui s'offrent aux demandeurs d'emploi dans ce domaine-là, mais c'est moins facile que dans le privé forcément. Par contre, on a des contraintes qui s'apparentent aux contraintes commerciales du fait du politique. Et le politique n'a pas toujours la même logique qu'on l'a en tant qu'ingénieur dans une structure qui malgré tout doit respecter un certain nombre de process et certains principes de rationalité pour pouvoir fonctionner correctement. Et alors justement, la compétence principale pour vous, c'est quoi? C'est savoir discuter avec les politiques et traduire un peu ce que vous cherchez à atteindre? Complètement. La compétence principale, pour moi, dans nos domaines, hein, c'est l'adaptabilité en fait. Il faut être très adaptable. Et surtout être capable de mettre à la portée de ceux qui n'ont pas la compétence technique, la compréhension de cette technologie, de ce qu'elle peut leur apporter. D'accord. André Jeannereau, je me tourne vers vous. Alors vous êtes un peu le monsieur association de la bande, là. Vous multipliez les casquettes. Moi, je voulais savoir pourquoi, qu'est-ce qui vous attire tant dans le milieu associatif, mais professionnel? Alors, effectivement, j'ai pris des responsabilités au niveau associatif sur cette belle région, parce que j'ai un parcours atypique. J'ai eu la chance de faire des études sur d'autres régions. Après un DUT à Belfort et une MIAGE à Lyon, je suis descendu sur la région de Marseille. J'ai découvert cette région par vocation sentimentale. Et donc me suis retrouvé attaché à cette ville dans laquelle j'ai exercé à peu près tous les métiers. J'ai commencé par commercial, responsable commercial, directeur général, président, puis ingénieur d'affaires chez IBM. Et ensuite, j'ai recommencé commercial, responsable commercial, directeur marketing et communication, pour finir par être DSI et responsable des services généraux. Mais ça m'a surtout permis de constater que sur cette région, il y avait du potentiel. Et en ayant fréquenté les politiques, ils m'ont dit, sur Marseille, on a la particularité qu'à peu près la moitié de la ville a du mal à travailler. La moitié de la ville est assistée. Et il faut arriver à donner du travail au maximum de gens. Et dans l'informatique, on a la chance d'avoir des salaires qui sont un peu mieux rémunérés que dans d'autres secteurs d'activité. Donc, si on arrivait à donner du travail au maximum de gens sur cette ville, on augmenterait le pouvoir d'achat de l'ensemble des Marseillais et des Aixois, et ainsi, on amènerait une économie qui ferait vivre l'ensemble de la région. À partir de là, je me suis embarqué dans le milieu associatif au travers de Made in Soft, qui porte l'animation et la coordination de Aix-Marseille French Tech. Parce que nous avons eu, il y a 3 ans, la chance avec les collectivités
d'être labellisé French Tech. Et derrière ce label, le gouvernement a dit, voilà, vous avez une marque, j'ai pas d'argent, mais si chacune des régions et tout le monde veut bien travailler derrière cette marque French Tech, à ce moment-là, on pourra aller à l'international tous ensemble pour montrer le potentiel d'innovation de nos startups et de toutes nos entreprises en France. Et c'est dans cette démarche-là que nous sommes inscrits et que nous travaillons depuis maintenant 3 ans. Alors vous dites nous, mais moi je m'intéresse à vous. Je voulais savoir, qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien de participer à toutes ces aventures? Ça m'apporte surtout le fait de rencontrer des gens qui vivent des aventures différentes en permanence. Et c'est ce qui fait la richesse de nos échanges. Parce que quand vous rencontrez des start-upers, des créateurs, des chefs d'entreprise, eh bien, ils ont tous une histoire intéressante à raconter. Et je préfère effectivement côtoyer des gens qui se battent au quotidien pour réussir, pour gagner, pour aller de l'avant, plutôt que de rencontrer des gens qui bloquent l'économie. D'accord. Ça a le mérite d'être clair. Alors Stéphane, je me tourne vers vous. Vous, alors tout le monde a une petite étiquette ce matin. Vous êtes un peu l'entrepreneur et aussi un peu homme d'association. Parce que j'ai remarqué que vous êtes tourné très vite, vous avez très vite monté votre cabinet de conseil. Effectivement, j'ai eu cette chance à 30 ans de pouvoir entreprendre, créer une société de conseil qui s'appelle le groupe Stedia. Je suis son fondateur et toujours son gérant. Moi, ce qui m'intéressait, j'ai eu un parcours, j'ai intégré rapidement des sociétés de services. On appelait ça avant des SS2I, maintenant on appelle ça des ESN. Et j'ai appris mon métier. J'ai appris le métier d'ingénieur, de chef de projet, directeur de mission. Mais je ne m'y retrouvais pas. J'étais un individu à l'intérieur d'une grosse entreprise. Et je me suis dit, pourquoi pas créer quelque chose et devenir son propre patron, aller vers là où on veut aller. On sentait un petit peu le numérique arriver, mais bon, c'était les tout débuts. Et moi, j'étais vraiment attiré par le conseil, aller proche des clients et des conseils. C'était quoi qui vous dérangeait on était un numéro à l'intérieur d'une grosse entreprise. On n'a pas cette possibilité de définir son orientation, de faire ce que on pense être bien pour les clients. On est un petit peu intégré dans des process. Et voilà, je voulais un petit peu en sortir. Rien que le fait pour démarrer une mission, de passer toutes les étapes dans les systèmes d'information, d'avoir les validations internes, c'est des choses qui, moi, me dérangeaient. Donc vraiment de la proximité, de l'agilité que je n'avais pas forcément dans ces grosses entreprises. Trop de process, pas assez de liberté. C'est un petit peu ça. D'accord. Alors, Laurent Ruet, donc vous êtes DSI d'Allopneu. Vous avez eu toute une carrière avant d'arriver chez Allopneu, vous l'avez dit, dans des sociétés assez connues maintenant, Last Minute, Expedia. Donc si je ne me trompe pas, vous étiez à Paris tout ce temps-là. Alors, quand j'étais chez Last Minute Expedia, effectivement, j'étais pendant un peu plus de 10 ans à Paris. Avant d'arriver dans cette belle région il y a 7 ans, en tant que DSI de voyage privé, et puis depuis 4 ans et demi maintenant, DSI d'Allopneu.com. Effectivement. Donc l'arrivée dans cette région, elle s'est faite par choix ou par opportunité? Vraiment une choisi opportunité. De quitter Paris? Non, j'ai adoré vivre à Paris, mais par contre, par opportunité, des grands groupes comme Last Minute, Expedia se réorganisent aussi. Et à un moment donné, aussi bien le groupe Last Minute, ce qui m'avait fait le quitter, c'était par changement de structuration. Il y a des verticalisations qui s'opèrent et des recentralisations des secteurs informatiques qui peuvent se faire. C'était le cas à Londres, en l'occurrence pour Last Minute, quand je les ai quittés, par choix de ne pas aller vivre là-bas. Sinon, j'avais l'opportunité évidemment de les rejoindre. Et la même chose, après 5 ans d'activité au sein d'Expedia, c'était aussi une organisation qui m'a fait regarder le marché et trouver cette opportunité avec mon ancien directeur général France de Last Minute, avec qui j'avais gardé de bons contacts et qui cherchait son DSI dans la région. Et quand il m'a dit qu'il avait un poste de DSI à Aix, j'ai pas hésité. D'accord. Vous avez gagné au change? J'ai gagné à plein de niveaux, à plein d'égards, en qualité de vie, mais toujours en restant dans de belles structures très dynamiques.
Vous avez gagné sur quel niveau? Qualité de vie? La qualité de vie, je venais d'avoir de jeunes enfants, donc effectivement, arriver dans la région, c'était une opportunité de quitter la vie parisienne un peu folle, et puis toujours avec ce stress que l'on peut connaître, qui n'est pas gênant, puisque c'est une vraie dynamique, mais c'est des moments de vie voilà, vraiment différents, donc c'est arrivé au bon moment. Et donc une belle opportunité, et puis depuis 7 ans dans la région, et très belle région. Voilà. Très bien. Alors, Jérôme Savajol, vous, votre étiquette, c'est l'apprenant et l'innovateur. Parce que vous vous intéressez à plein de choses. Ouais. Et j'aimerais savoir comment vous êtes arrivé au poste de responsable recherche et développement chez Delta Assurance. Est-ce que c'est vous qui vous êtes créé votre poste? Ou, racontez-nous. Ouais, la réponse est oui. Oui, c'est moi qui me suis créé mon poste et ce service, ce département. En fait, moi, j'ai commencé par un parcours entrepreneurial pendant plus de 10 ans en créant une société de services informatiques. Là, on est quand même dans les années 80-85. Donc, IBM vient de sortir l'IBM PC et Bill Gates MS-DOS. Donc, pour replacer un peu le contexte, là aussi, on est dans la jungle, à la machette de la micro-informatique qui marque le passage des mainframes et de l'ère de la micro-informatique. D'ailleurs, pour poursuivre sur ce thème, en 1998, on fait le choix chez Delta Assurance d'être au départ full Linux. C'était pas aussi évident que peut-être en 2017. Donc on a un peu accompagné ces grands changements technologiques, quelquefois un peu disruptifs. Donc moi, j'ai ce parcours entrepreneurial. Et après, j'ai rejoint l'aventure Delta Assurance aux côtés d'un homme et d'un entrepreneur pour accompagner cette société qui avait à l'époque 25 personnes, aujourd'hui plus de 200. Donc j'y ai exercé quantité de fonctions, aussi dans le domaine des moyens généraux, de l'organisation générale, pour avoir des fonctions de secrétaire général de l'entreprise. Et à un moment, en structurant la DSI, je me suis dit, il y a dans les DSI un caractère schizophrène. C'est-à-dire qu'il faut faire très vite et répondre aux clients pour faire quelquefois du prototypage, dire on sait faire. Et en même temps, il y a un besoin de sécurité, il y a un besoin de normes, il y a un besoin de documentation. Et je me suis dit, c'est pas possible que ce soit les mêmes personnes. Ce côté schizophrène, il est trop dur à assumer. Donc pourquoi ne pas structurer une DSI dont la fonction est de maximiser, de sécuriser, de faire que l'entreprise soit en sécurité, et d'avoir ce département qui va fabriquer de la réponse client très rapide, du prototype, pour après, si ça marche, être transmis à cet autre service. Donc vous l'avez dit, vous avez entrepris avant de revenir en position de salarié. Ouais. Pourquoi ? Je me considère comme un intrapreneur, pour employer un terme. C'est-à-dire que j'entreprends dans l'entreprise. J'ai la chance d'avoir une situation peut-être plus stable qu'un entrepreneur à cet endroit-là. Mais ça se passe comment justement pour intraprendre? Parce que Stéphane justement disait que voilà, dans l'entreprise, quand on est un salarié, on a très peu de liberté. Comment on fait pour négocier auprès des hiérarchies? Je veux monter mon petit business dans le business. Je pense qu'il faut déjà une structure qui s'y prête. Je crois qu'on ne pourrait pas intraprendre dans toutes les entreprises. Il faut une direction générale qui soit dans cette mouvance et qui trouve un intérêt. S'il n'y avait pas d'intérêt, donc après comment il faut faire, je pense qu'il faut être soi-même et assumer ses choix, quelquefois être un peu poil à gratter parce que ce caractère schizophrène, il est dans l'entreprise. Et bien sûr, on est dans ma position toujours un peu le trublion qui va amener de nouvelles technologies, le monsieur Gadget, quelquefois ça bouscule un peu. Et il y a une question que je me pose aussi, c'est sur votre parcours. Vous avez un doc de lettres modernes. Ouais. Comment on passe des lettres modernes à la direction des systèmes d'information? Il faut m'expliquer. On passe des lettres modernes à l'étude du langage, et à l'époque, c'était assez ancien, à l'automatisation, à la reconnaissance du langage. C'était à Aix, il y avait un laboratoire de
phonétique et de linguistique computationnelle à l'époque. Voilà, après, je suis retourné à l'école pour faire l'IAE, donc je suis allé un peu plus dans le monde dans l'entreprise, mais oui, au départ, c'était le langage et le traitement du langage par ordinateur qui m'attirait. D'accord, donc il y a quand même une constance. Et la constante, c'est l'utilisation de l'informatique pour réaliser ses rêves. D'accord. Et à côté de ça, vous vous intéressez à la sociologie, la psychologie du travail, à la programmation neurolinguistique. Pourquoi tout ça? Alors par curiosité naturelle, et puis en mettant tout ça dans un gros shaker et en mélangeant, il y a des choses qui se passent. Ça vous sert au quotidien? Oui, ça sert. Aujourd'hui, quand on regarde l'intelligence artificielle, les chatbots, il y a des bribes. On n'est pas sur des technologies pures, mais il y a des associations de comportements. Voilà, comment on va analyser le comportement, comment l'informatique va s'adapter selon les comportements. Le monde du web, du mobile est truffé d'analyse comportementale aujourd'hui. D'accord. Alors, je pense qu'on a commencé en retard, donc on finira un petit peu en retard, parce que j'avais des questions. Je vous avais envoyé des questions. J'espère que vous avez travaillé. Je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas travaillé. C'est pas bien. Je voulais savoir, vous posez chacun, tous, des questions assez généralistes. Par exemple, quelle est votre meilleure erreur de votre parcours jusqu'ici? Celle qui vous a appris le plus? Peut-être André, pour commencer. Alors en fait, la meilleure erreur que j'ai faite, c'est quand j'étais président de la société. Parce que je pense que, vu l'état de situation de l'entreprise, j'ai réussi, avec l'aide de la Chambre de commerce, à transférer cette activité directement chez IBM. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé de PDG rémunéré au SMIC à ingénieur d'affaires chez IBM, nettement, très nettement mieux rémunéré. Et donc, j'ai abandonné effectivement une structure à laquelle j'étais profondément attaché puisque j'en assurais la direction. Et je me suis retrouvé effectivement immatriculé dans une grande compagnie, mais avec un niveau de sécurité totalement différent. D'accord. Laurent Villon, peut-être, vous avez... Je crois que il m'est arrivé dans ma carrière de nombreuses reprises à renoncer, ce qui est une erreur. Je pense qu'il faut être capable de ne pas renoncer et de s'accrocher, quelles que soient les circonstances auxquelles on est confronté. Quand on est dans une société, et ça complète un petit peu la réponse à la question de tout à l'heure que vous me posiez sur mon choix privé-public, c'est vrai que dans le privé, on a des opportunités assez intéressantes, le métier est passionnant, mais on peut être soumis à des aléas économiques qui ne sont pas forcément le fait de notre propre comportement professionnel. Et dans ces circonstances-là, on peut être démotivé et on est amené du coup à lever un petit peu le pied, faut reconnaître. Je crois que c'est une erreur, il ne faut jamais faire ça, parce qu'on s'aperçoit a posteriori que si on ne l'avait pas fait, on s'en serait mieux sorti. D'accord. Laurent? Alors difficile de choisir, il y en a plusieurs. J'avais le parcours. La meilleure. Ma meilleure erreur aura été probablement de m'écarter légèrement de la technique pendant 3-4 ans quand j'étais chez Expedia. Je suis passé de directeur de projet en fait à product manager et stratégie. Et j'ai accepté ce poste dans le cadre d'un changement et d'une organisation interne où je me suis dit zut, je ne vais plus avoir d'équipe pour réaliser. Est-ce que c'est une bonne idée? Et en fait, ça m'a permis de me rapprocher de la stratégie de l'entreprise et du coup de mettre des mots et des méthodes sur ce qui fait qu'on délivre de la valeur dans une entreprise en m'approchant de la stratégie de l'entreprise, en apprenant à calculer un ROI, en travaillant avec 15 pays en même temps pour comprendre les différences de besoins. Donc ça a été ma meilleure erreur. Alors, elle m'a aussi donné l'envie de retrouver, de renouer avec le management d'équipe après, donc c'était doublement une bonne décision. Et ce qui m'a permis derrière, j'espère en tous les cas pour mes patrons actuels et anciens, de valoriser vraiment les projets informatiques au service du business et pas uniquement avec un œil technologique. Donc ça m'a fait énormément progresser et j'ai aucun regret là-dessus. D'accord. Stéphane, votre meilleure erreur? Indéniablement d'avoir créé ma société, je crois, avec un peu de recul, avec maintenant à peu près 14 ans d'existence.
J'étais promis à intégrer des rôles de management, de direction dans des grosses sociétés de services. Et j'ai fait quand même le choix de partir, de créer, d'être mon propre patron, d'aller vers là où je voulais aller, vers le feeling que j'avais sur un certain nombre de marchés. Donc, et si voilà, au bout de 14 ans, je suis toujours là, c'est que je pense que ça doit être ma meilleure heure. Ouais. Jérôme? Je crois que comme André, ma meilleure erreur, celle qui a été finalement bénéfique, c'est à un moment de faire le choix d'arrêter mon entreprise et de rejoindre le groupe Delta Assurance parce que c'est un terrain de jeu infini qui m'a permis de m'épanouir. Et aussi à un moment, alors ça c'est peut-être pas la meilleure erreur, mais j'ai passé quelques années à m'éloigner de la technologie et aujourd'hui dans ce que j'aime faire, revenir à la technologie et la comprendre, l'apprivoiser, c'est finalement ma grande passion et je pense que là, c'est peut-être une erreur d'avoir repris beaucoup de distance à un moment. D'accord. Alors, dernière question commune. Est-ce que dans votre parcours, vous avez eu une personne clé qui a guidé vos choix? Un prof, un proche, une personnalité, je ne sais pas, médiatique, etc., qui vous a inspiré et qui vous inspire toujours? Laurent, peut-être? Alors, elle est peut-être médiatique dans la région, je ne sais pas, mais en l'occurrence, comme je l'ai expliqué dans mon parcours, j'ai la chance de croiser la route d'un entrepreneur qui fait beaucoup dans la région en tant que PDG de Voyage Privé aujourd'hui. Je l'ai croisé lorsqu'il venait d'arriver directeur général France, après avoir quitté Mars PepsiCo. Et il a été un énorme accélérateur au niveau de ma carrière. Il m'a fait confiance tout de suite en voulant me confier la direction informatique de Last Minute France, alors que j'étais tout juste encore quelques années d'expérience en tant que chef de projet, j'avais pas d'expérience de management d'équipe ou très peu, et il m'a fait confiance dans un contexte de réorganisation vraiment très important. Et c'est encore lui dont j'ai recroisé la route en arrivant dans la région, plus de 5 ans après l'avoir quitté, et qui de nouveau chez Voyage Privé était un accélérateur fantastique. J'ai pris la direction des systèmes d'information, rôle que je n'avais jamais vraiment occupé complètement. J'avais été patron des études et développement, je n'avais pas géré toutes les facettes. Et il m'a dit, écoute, viens, j'ai besoin de quelqu'un comme toi, je sais que tu peux relever le challenge. Et c'est encore une fois quelqu'un qui m'a toujours fait confiance et à qui je dois beaucoup. Voilà. D'accord, donc, l'ange gardien. Ça a été un ange gardien, je garde de bonnes relations avec lui aujourd'hui, à d'autres niveaux, notamment dans le cadre du club de rugby d'Aix-en-Provence, qui aussi reste un projet dans la région et un engagement particulier pour un entrepreneur qui ne pense pas que à faire du business, mais également à développer des structures qui profitent à la région. D'accord. André? Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Viviane Chen-Ribeiro, qui est présidente de Talentia Software, il y a 7 ans, quand j'étais directeur marketing et communication. Et elle m'a dit, j'ai ma copine avec qui je travaille depuis plus de 10 ans, qui va venir et qui va prendre ta place. Mais toi, je vais avoir besoin de toi à l'informatique et aux services généraux parce que je vais racheter des entreprises, on va grandir, on va grossir. Et il va falloir que tu serres les coups. Et c'est une femme qui est impliquée puisqu'elle est présidente de la fédération Syntec. Elle est donc impliquée dans les milieux associatifs et dans les réseaux. Et à ce niveau-là, elle donne à ses collaborateurs la possibilité et la capacité de s'impliquer également dans les différents réseaux. C'est ce qui fait aussi que avec elle, je suis pleinement impliqué sur les réseaux au niveau associatif d'Aix, Marseille et French Tech, mais également au niveau de France IT, ce qui nous permet de rencontrer les réseaux des autres régions de France et d'échanger, de voir ce qui se fait de bien dans chacune des régions pour ne pas faire les mêmes erreurs, mais bien prendre ce qu'il y a de positif et jouer collectif. Et je dois dire qu'elle nous a apporté une ouverture d'esprit et une richesse, en plus de la dynamique qu'elle impulse, qui fait que l'entreprise se développe à la vitesse grand V et qu'on grandit, y compris aujourd'hui à l'international, puisqu'on est présent dans plus de 7 pays en Europe et que ça ne va pas s'arrêter là. Très bien. Jérôme Savajol, votre mentor. Je ne vais pas citer de nom. D'accord. J'ai de profonde admiration pour les entrepreneurs, de profils d'entrepreneurs, de ces personnes, femmes et hommes qui prennent des risques, qui s'engagent, qui ne savent pas ce qui se passera le lendemain, mais qui vont avec grande conviction
Donc il y en a plein. Il y en a dans la French Tech, il y en a beaucoup, beaucoup de gens qui sont merveilleux. Donc ce sont ces personnes-là qui sont pour moi des modèles. Autour de moi et dans la direction de Delta Assurance, il y a de ces profils-là et c'est mon carburant au quotidien. Très bien. Laurent Villon, votre carburant, vous? Alors mon carburant, effectivement, a été inspiré par une personne que j'ai croisée au tout début de ma carrière, alors que donc, je faisais du service. J'ai été chargé d'un projet de déménagement informatique d'une grosse structure, un Thomson Multimédia à l'époque, donc le siège mondial. Et j'ai beaucoup appris de son DSI, qui était quelqu'un de très humain et qui m'a fait comprendre comment on pouvait effectivement diriger des équipes, fussent-elles techniques, avec humanité, avec respect. Alors petite cerise sur le gâteau à cette époque-là, la structure donc quittait un environnement de bureau assez classique à la défense avec du cloisonnement et tout le monde se retrouvait en open space. Et donc j'ai vu cette personne donc, qui s'appelle Monsieur Leblanc, Jacques Leblanc, qui donc s'est retrouvé DSI de centaines de personnes au milieu de ses équipes dans un open space. Et je dois dire que la façon dont ce changement a été géré et la façon dont les équipes ont pu derrière s'y retrouver et fonctionner et continuer d'avancer dans la joie et la bonne humeur, je vais dire ça comme ça, et avec une grande motivation, m'a impressionné et inspiré pour la suite de ma carrière. Très bien. Stéphane, on finira par vous. Alors moi j'ai dû avoir beaucoup de chance parce qu'en fait j'ai eu plein de mentors. Ah ouais. Et essayer d'en sélectionner un, ça va être difficile. En fait je l'ai aperçu là, il est rentré tout à l'heure. C'est lui qui m'a fait confiance au tout début. Quand j'étais un simple stagiaire. Donc c'est Gérard Murati, qui est le président maintenant de la commission emploi formation. Voilà, il m'a fait confiance. J'arrivais à peine sur le marché, j'étais ingénieur, j'avais plein d'idées en tête, je voulais tout casser, et il m'a fait confiance. Et ce qui est rigolo, et c'est aussi un peu la conclusion de tout ça, c'est qu'on est rentré dans un écosystème, une famille. On se retrouve ensuite, après quelques années, globalement 21 ans après, ensemble dans Ex-Martin French Tech. Donc ça c'est une vraie communauté qui s'est créée. Avant on parlait pas d'écosystème, on parlait pas de tout ça. J'étais loin de penser que j'allais rester en contact pendant 21 ans et travailler sur d'autres sujets avec ces personnes-là. Voilà, il y a vraiment plein de personnes qui m'ont appris aussi le métier du conseil. J'ai eu une mentor sur ces sujets-là, sur la partie networking, sur la partie présidence d'association. La personne qui est assise à côté de moi à droite aussi est un mentor pour moi sur cette partie association. S'investir, je veux dire, tous les jours. Quand on est chef d'entreprise d'un côté et de l'autre côté président d'une association, des fois on est un petit peu écartelé par rapport à son emploi du temps, par rapport à plein de choses. Donc voilà, moi j'ai eu cette chance d'avoir plein de mentors et j'espère que les personnes qui seront là en face en auront aussi plein pour les guider dans leur carrière et suivre leur bonne étoile et s'appuyer sur des gens comme ça. Très bien, belle conclusion. Justement, vous parliez du public, je voulais savoir si peut-être il y avait des questions dans le public. Pas de questions? Bon, on finira là-dessus. Alors, je vous remercie tous les 5. Et puis, Merci. le forum Made in Jump continue. Merci.